Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de nul autre que Roronoa Zoro et de son futur power-up dans l'arc de Wano Kuni. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois, abonne-toi pour faire partie de l'aventure Loque Pause et aussi n'hésite pas à me suivre sur Instagram, je partage pas mal de choses. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher ton acquis du likement et n'oublie pas d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour améliorer ton acquis de l'observation. C'est dans le chapitre 97 qu'on apprend qu'il existe des sabres maudits et c'est dans ce même chapitre que Zoro acquiert l'un d'entre eux. Un katana désigné par Tashigi comme étant une épée légendaire. La Sandai Kitetsu sera convoitée par Zoro malgré sa malédiction et après avoir écouté l'histoire du vendeur, Zoro décidera de se lancer un défi duquel il sortira grand vainqueur car d'une certaine manière, l'épée a accepté d'avoir Roronoa Zoro comme propriétaire. L'arc de Wano Kuni est grandement inspiré du Japon féodal, plus particulièrement de l'ère Edo. Les samouraïs, grands et fiers guerriers japonais, sont à la base de cet arc et ils ont une importance capitale et sachant que Zoro a un lien étroit avec les katanas maudits, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur les sabres légendaires à travers l'histoire. Et c'est là que j'ai découvert la légende de Muramasa et Masamune, une histoire que je vous ai déjà partagée et que j'ai décidé de vous rappeler. Masamune était un grand forgeron et dans la légende avait pour élève Muramasa qui a un jour décidé de défier son maître afin de prouver sa supériorité en tant que forgeron. Masamune accepta le défi et les deux se mirent à forger leur plus belle création, un katana qui serait à leur image, un katana comme il y en a très peu dans le monde. Après plusieurs saisons, les deux avaient enfin fini de forger les sabres et avaient décidé de voir lequel était le meilleur en plongeant leur katana dans la rivière. Muramasa fit le test le premier avec son sabre nommé Juichi Yosamu, signifiant 10 000 nuits froides. En plongeant le katana, on pouvait constater que celui-ci coupait tout ce qui était sur son passage, feuilles mortes, poissons, courant d'eau ou encore le vent. Muramasa était très fier de son travail et en rigolait. Pour lui, la victoire était acquise, surtout après la performance du katana de son maître, le Yawarakaite, signifiant tendre main, qui une fois dans l'eau ne tranchait ni poisson, ni courant d'eau, ni vent. Seules les feuilles mortes étaient touchées. Masamune avait tout de même un sourire au coin des lèvres, ce qui énerva encore plus Muramasa qui était persuadé d'avoir gagné le duel. Un moine ayant assisté à la scène s'approcha et expliqua que malgré la beauté et la force de Juichi Yosamu, le gagnant de cette épreuve était incontestablement le Yawarakaite de Masamune. Celle-ci, de par sa pureté, était tout aussi puissante, mais ne tranche en aucun cas les choses innocentes, contrairement au sabre de Muramasa. Je pense que vous avez fait le rapprochement avec l'enseignement que Zoro a reçu de son maître Koshiro, où ce dernier lui explique qu'avec sa volonté, il peut décider de tout couper, comme il peut ne pas couper une simple feuille. Un enseignement que Zoro a mis à bon escient pendant son combat contre Mr. One à Alabasta. Une utilisation prématurée du acquis de l'armement qui a permis à Zoro de couper l'acier. A noter qu'il est dit que tous les sabres de Muramasa sont maudits et qu'ils rendent leurs propriétaires avides de sang. Vous l'aurez compris, les lames maudites dans One Piece sont grandement inspirées du travail de Muramasa. Et il serait alors logique de penser que des lames pures puissent également exister dans l'œuvre. Si la Sandai Kitetsu fait référence aux lames maudites de Muramasa, la Wado Ishimonji quant à elle est clairement inspirée du travail de son maître. Pour ma part, j'ai toujours pensé qu'il était logique que Zoro mette la main sur un nouveau katana durant le déroulement de l'arc de Wano Kuni. On sait que ce dernier a accepté de rendre Shusui au peuple de Wano Kuni en échange du katana Enma que Hiyori a hérité de son père, Oden Kozuki. Seulement, j'ai toujours pertinemment cru que Zoro ne se séparait pas de Shusui vu le lien qui le lie avec cette lame noire, et j'ai toujours un espoir que Zoro la récupère, ou du moins que le peuple de Wano Kuni la redonne à la fin de l'arc en guise de remerciement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on peut s'appuyer sur un croquis d'Oda qui est sorti dans un SBS où on voit Zoro plus vieux à 40 ans et à 60 ans. À côté, il est écrit qu'à 40 ans, Zoro serait Zoro aux 4 lames et à 60 ans, Zoro aux 5 lames. Mais on peut se dire que Zoro va changer de style de combat, ou du moins augmentera le nombre de ses katanas, et ce serait donc très intéressant. Après tout, tous les katanas ne sont pas utilisés de la même manière, et ça on aura pu le remarquer tout au long du manga, où Zoro utilise ses katanas séparément à des fins différentes. Ce serait donc intéressant pour lui d'avoir 4 katanas, dont Shusui pour varier son style de combat. Je ne pense pas que Zoro combattra avec ses 4 katanas en même temps. Ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, ça on peut laisser Oda nous surprendre. Maintenant que Zoro a Enma, il a un katana qui possiblement deviendra une lame noire dans le futur. D'ailleurs, ça serait bien que la seule lame qu'il gardera jusqu'au bout soit la lame pure, la Wado Ishimonji. On a pu comprendre que possiblement les lames noires le devenaient avec l'utilisation du haki, mais pour autant je pense que la Wado est spéciale et qu'elle ne deviendra jamais une lame noire parce que Zoro voudrait la garder comme elle lui fut donnée. Sachant également que les lames noires peuvent pourquoi pas également le devenir selon moi en absorbant les âmes des victimes tuées par le katana en question, et ce comme dans les légendes des katanas maudits.
Le katana Enma requiert un fort acquis et une forte puissance physique pour être manié à bon escient, et si le propriétaire n'est pas capable de lui résister, il mourra vidé de ses forces. Ainsi, Zoro, qui est déjà très fort, qu'on se le dise, devra power-up à nouveau pour pouvoir manier Enma facilement, sans laisser l'épée prendre le dessus sur lui. Mais comment Zoro prendra-t-il le dessus sur Enma? Sachant qu'Enma fait référence au roi de l'enfer de la mythologie hindoue, juge des âmes et dieu colérique. Il est sans conteste alors que Zoro devra libérer les potentiels démons qu'il a en lui, ou plutôt qu'il doit les contrôler et devenir ainsi lui, d'une certaine manière, le roi de l'enfer. Parlons en premier lieu de l'œil de Zoro et de ses possibles significations. Si ça a été certifié que cette blessure soit une simple blessure faite pendant l'entraînement, il n'est pas dit pour autant que rien ne se cache derrière. Selon moi, Zoro ne va pas rouvrir son œil, mais sa blessure a bel et bien une signification. Tout d'abord, dans la mythologie grecque, on parle d'une légende concernant les moires. Les moires sont 3 sœurs, 3 divinités, qui à elles 3 partagent un seul œil, l'œil de la connaissance. Parallèlement, la légende de l'œil de la connaissance se retrouve également dans le bouddhisme, selon lequel une personne pieuse pourrait atteindre un niveau de clairvoyance qui lui permettrait d'ouvrir un 3e œil sur un point de chakra sur le front. Dans le bouddhisme, on a donc 3 yeux pour une seule personne, à l'inverse des moires dans les légendes grecques. L'œil de la connaissance dans le bouddhisme est aussi appelé l'œil de l'âme, et ce dernier permet d'ouvrir la 10e porte du corps humain, permettant à l'homme ayant ouvert un 3e œil de rentrer dans son monde intérieur. Et si la blessure de Zoro recelait en elle un pouvoir bien plus puissant que ce que l'on peut imaginer, et un mystère bien plus important. Si dans la mythologie grecque on parle d'un œil pour 3 personnes, et que dans le bouddhisme on parle de 3 yeux pour une personne, pourquoi ne pas associer les deux et donc donner un seul œil à un homme qui serait l'œil de la connaissance? Ainsi, l'œil restant de Zoro serait ce fameux œil de la connaissance lui permettant de visiter son monde intérieur et de combattre ses démons intérieurs également. On le sait que Zoro est intimement lié aux démons et au bouddhisme rien que par sa technique Ashura, et si on allait donc chercher plus loin. Je vous ai parlé de 3 mythologies plus tôt, et justement parlons de la dernière, à savoir la mythologie nordique. Dans cette mythologie, Odin, le père de toute chose, a dû sacrifier son œil pour posséder l'œil du savoir, l'œil de la connaissance. Est-ce que ce n'était pas là le prix à payer également pour Zoro, qui durant son entraînement pour combattre ses démons intérieurs et éveiller sa vraie force, a dû sacrifier son œil afin également d'éveiller ses sens? Car oui, même si beaucoup parlent d'un désavantage car sa vue n'est pas à son paroxysme, selon moi c'est l'inverse. On a par exemple le cas de Fujitola qui, même aveugle, est sacrément puissant. On sait que c'est prouvé scientifiquement qu'en ayant un sens en moins, un autre est alors plus puissant. Zoro est donc devenu plus puissant grâce à l'entraînement de Mihawk, via lequel il a dû sacrifier son œil pour atteindre le paroxysme de sa puissance, lui permettant également d'améliorer ses autres sens, dont son sens du toucher, pour être en phase avec ses katanas. C'est ainsi que Zoro a pu avoir son power-up pendant l'ellipse, mais un power-up qui sera clairement insuffisant pendant cet arc et pour la suite de l'aventure. Selon moi, le power-up de Zoro sera sans nul doute lié aux flammes. Effectivement, si Sanji du Monster Trio avait des techniques enflammées depuis le début du manga, ce n'est que récemment que Luffy a commencé à utiliser ce genre de technique en hommage à son frère Ace. Il serait donc impensable que Zoro soit mis de côté dans ce trio mémorable et qu'il n'utilise pas de technique à base de flammes. D'ailleurs, on sait que les mensonges du Zop ont tendance à se réaliser, et un de ces fameux mensonges dont tout le monde se rappelle, c'est bien évidemment quand il a dit que Zoro savait manier les flammes. Ainsi, il y a 2 possibilités, à savoir la première où ce dernier a développé une technique avec le katana Enma, une technique qui portera le nom des flammes de l'enfer, faisant référence aux démons qu'il représente, mais également au katana qu'il utilisera pour cette technique spécifique. Ou encore une deuxième possibilité où il a appris de Kinemon, le renard de feu, à manier ses flammes. Il se peut d'ailleurs, même comme beaucoup l'ont souligné, que Zoro hérite du katana de Kinemon à sa mort, et donc de par la même occasion de ses techniques. Mais alors, son power-up enflammé ne sera pas présent pour cet arc, étant donné qu'on peut se dire que Kinemon mourra vers la fin de la guerre. Une théorie qui peut être appuyée par la traduction de Zoro, qui signifie renard en espagnol, le renard qui est l'animal représentant Kinemon. D'ailleurs, si Zoro doit venir à vaincre King, même si je ne suis pas certaine que leur combat verra le jour suite à l'arrivée de Marco, il serait intéressant de voir Zoro manier des katanas enflammés contre King, qui de nature, par sa race visiblement, a un dos enflammé. Je dirais même que Zoro, grâce à ses katanas maudits, pourrait même faire appel aux Onibi des légendes japonaises, ou feu follet si vous préférez. Il s'agit d'esprits nés de cadavres d'humains ou d'animaux qui se transforment en feu, ou plutôt en feu spectral. De ce fait, si on part du fait que les katanas maudits absorbent les âmes de leurs victimes, on peut se dire que possiblement, grâce à une technique, Zoro pourra attirer les feux follets pour en faire une technique enflammée. Bien évidemment, cela resterait dans le thème de Wano Kuni, où les références aux yokai sont multiples. Toujours liées aux mythologies et plus principalement au bouddhisme, j'aimerais vous parler du power-up ultime que pourrait avoir Zoro. En effet, Zoro a déjà utilisé
la technique Ashura au cours de son aventure, et ce, une seule fois jusqu'à maintenant. Ashura dans le bouddhisme fait partie des 6 destinées, 6 voies ou 6 classes de destin si vous préférez. Et ces 6 destinées ne sont nul autre que les suivantes. En premier, le monde des dieux ou des êtres célestes, les Devas. En second, le monde des demi-dieux guerriers, les Ashura. En troisième, le monde des humains, les Manushya. En quatrième, le monde des animaux, les Tiryagyoni. En cinquième, le monde des faméliques, les Preta. Et en sixième, le monde des enfers, les Naraka. Les 3 premières voies citées sont les destinées bienveillantes. Et Zoro a pu visiter la plupart de ces voies grâce à ses techniques. Par exemple, on peut évoquer le monde des enfers par sa technique Onigiri, la coupure du démon. Le monde des animaux par son attaque Shishisanson, à savoir la danse du lion. Le monde des humains par ses attaques qui finissent par Pandohu, à savoir les calibres, donc les armes à feu. Le monde des Ashura par ses techniques justement portant ce nom. Pour les Preta, le monde des affamés, il n'y a pas forcément de technique qui y soit liée. Et pour le monde des dieux, les Devas, aucune technique ne nous a été présentée et c'est justement ce à quoi je veux en venir. Effectivement, grâce à l'ouverture de son monde intérieur par l'intermédiaire de son œil de la connaissance, Roronoa Zoro pourrait accéder au 6e monde, celui des dieux, et en ressortir une technique bien plus puissante que toutes les autres. Sachant que cette théorie des 6 destinées n'est pas à mettre de côté vu qu'une de ces techniques s'appelle Rokudo no Tsuji, à la croisée des 6 chemins, faisant référence aux 6 mondes que je viens d'évoquer. Voilà. C'est ainsi que s'achève cette vidéo avec quelques théories cool sur ce qui pourrait inspirer Oda afin de nous proposer le power-up tant attendu de Zoro et qui, disons-le, verra le jour à Wano. Et j'espère que tout ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et ce à quoi vous vous attendez pour le power-up de Zoro dans cet arc qu'est Wano Kuni. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo avec votre puissant acquis du likement si vous l'avez apprécié. Bien évidemment, je vous recommande d'activer la cloche pour affûter votre acquis de l'observation et être averti de toutes les prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!